Quand j'étais enfant et qu'on allait à l'érablière, on nous assoyait parfois, quand on était chanceux, sur le cheval. Sinon, on était dans la petite carriole derrière et on partait à la cueillette du sirop. Et on l'entendait, les gouttes qui tombaient dans ces chaudières qui étaient déjà en métal et ça faisait poum, poum. Et on entendait chanter les arbres. C'était d'un romantisme fou. Hélas, la poésie a complètement foutu le camp. Un érable, ça coule comme ça. Je crois, mon cher Vallier, voir venir l'ancêtre. Oh, oui. Ceux qui ont déjà dégusté du Charles-Aimé, c'est lui. Salut Daniel, c'est ça, je te présente mon père, c'est Charles-Aimé. C'est lui qui a commencé toute cette aventure. C'est ça. Donc, quand moi j'étais tout petit, c'est lui qui nous a un peu initiés à la production du sirop d'érable. Donc, dans une petite cabane à sucre, hein? C'était vraiment petit. Dans votre temps, vous y alliez comme dans le mien, parce que j'ai l'impression qu'on a le même âge, ou à peu près. Alors, vous partiez probablement en carriole avec un cheval devant. Oui, en plein ça. On commençait à carrière. Moi, j'avais 5 ans quand j'arrivais ici, à Haute-Lair. Là, vous alliez faire ça, vous mettiez ça dans un tonneau. Dans un baril, oui, dans un gros baril avec un cheval attelé en avant. Est-ce que c'était des chaudières en métal ou en bois à l'époque? En métal, dans ce temps-là. Là, vous les entendiez chanter. C'est vous qui disiez « J'entends chanter les arbres » ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Oui. C'est un poète exquis. Mais vous, quand on a tubulé les premiers érables, vous deviez parvenir. Qu'on leur mette des tubes, on se croirait à l'urgence hospitalière où on vous rentre quelque chose dans le nez et quelque chose dans la main. J'osais pas le dire. Mais là, est-ce que vous y avez cru dès le début? Aujourd'hui, moi, je suis content de ça parce que beaucoup moins de travail. C'était dur de faire du sucre avec un cheval puis ramasser de l'eau avec des grands siaux de 5 gallons, on va dire, au bout du bras, en raquette, quand la neige n'était pas bonne. À l'époque, on considérait qu'une érablière de 3000 arbres, c'était effrayant, c'était très, très gros. C'était beaucoup parce que quand il coulait, là, on ne fournissait pas. On n'avait pas les instruments qu'ils ont aujourd'hui pour séparer l'eau. En vin. Non, ça c'était nos lavants. Je me croyais à Cana, mais c'est vrai que c'est un miracle quand même. Bon, ben merci, on va aller à la station de pompage. Oui, c'est beau, ça, la station de pompage. Oui. Ah, ça coule là. C'est hallucinant. En fait, Daniel, ici, comment ça se passe? C'est qu'en forêt, on a 11 500 entailles qui sont reliées par un système de tubulure. Chaque arbre a un chalumeau avec sa tubulure qui est reliée à une ligne principale. Et cette ligne principale-là s'en vient ici, à la station de pompage. Donc, ça va se déverser dans un petit réservoir. Lorsque ce réservoir-là est à mi-plein, il y a une pompe qui va s'actionner et qui va envoyer l'eau dans mes réservoirs à la cabane à sucre. Et les érables nous ont entendus, ils se sont calmés un peu le pompon, là, alors ça coule un petit peu moins fort pour le plus grand plaisir de Fred, notre preneur de son. Vallier, c'est hallucinant ce truc-là. Un peu, oui. Là, ça contient de la sève de combien de vos érables? Bien, en fait, ici, il coule 11 500 entailles. Ça veut dire que c'est 11 500 entailles qui donnent leur eau goutte à goutte pour arriver à couler ainsi. C'est quand même énorme. Et là, on est dans une grosse journée quand même. On est le 15 ou le 15 avril. On est le 15 avril, donc on avait prévu que... On disait que ça allait être une saison difficile et ça a l'air au contraire que ça coule à flot. Bien, c'est toujours difficile de le dire avant la saison. C'est pendant la saison qu'on peut un peu juger de qu'est-ce qu'on va avoir pendant la saison. Et là, les 2 dernières journées, c'était des très grosses journées. Donc, on peut presque parler de coulée du siècle. Parce que quand, moi, mes systèmes de pompage ne fournissent pas à envoyer toute l'eau ici, je dis toujours que c'est quand même une très, très grosse production. Ça recommence. On s'attend aujourd'hui à une très grosse production aussi. Vous voyez ici, ce bassin-là contient environ 10 000 litres. Ce 10 000 litres-là va être rempli environ en 2 heures. Donc, c'est énorme comme arrivage.
Et tout ça, c'est une saison qui dure quoi, 15 jours, quelque chose comme ça, Non, 20 jours? Nous, ici, au Bas-Saint-Laurent, on a une saison qui va durer environ 5 à 6 semaines. C'est sûr que l'année passée, si on compare à l'année passée, ça n'a pas été très long. On a eu environ 3 semaines et demie. Mais cette année, si tout va bien, on devrait au moins avoir 4 semaines de production. Les gens de la ville comme moi là, qui savent que vous foutez un tube à l'érable et que vous le pompez, là, on voit l'érable. L'érable, ça y fait pas mal. Mais c'est une question. C'est pas si con que ça. Non, je sais que ça y fait pas mal. Mais est-ce que ça le fatigue? Non, en fait, on va aller chercher une portion de son eau pendant le printemps. C'est une eau que l'arbre va avoir seulement qu'au printemps. C'est pas l'eau qui va aller nourrir le bourgeon. C'est vraiment l'eau qui va être à l'intérieur de l'arbre. On dit qu'il va servir un peu d'antigel. C'est ça, parce qu'on contient du sucre, contient du sucre, moins. c'est ça. Donc, pour le protéger un peu du froid, du gel et du dégel. Donc, lui, il est conditionné par ça. Donc, nous, on va aller chercher cette portion une certaine portion de cette eau-là qui contient environ 2,5 de sucre. Et c'est ce sucre-là qui nous intéresse pour la transformation en sirop. Quelle fut cette idée de fou de dire je prends du sirop d'érable ou de la sève et j'en fais un alcool? Est-ce que vous lui avez dit à Charlemagne à un moment donné, ça me tenterait de faire un petit alcool avec ça? Là, vous avez dit quoi? Parce que ça se faisait pas du tout à l'époque. C'est une expérience, mais il a risqué, puis moi, j'ai risqué, moi aussi. Quand j'ai eu l'idée au départ, j'ai voulu le réaliser ici à l'intérieur de l'érablière parce que c'était plus facile. J'avais déjà les installations, j'avais déjà la matière première. Donc, pour expérimenter, il fallait que ça soit au moindre coût parce qu'on ne savait pas on savait pas ce que ça allait donner. Donc, mon père a accepté que je fasse le projet à l'intérieur de son entreprise. Là, tu partais sans savoir quoi que ce soit. Non. Mais t'es inspirant de quoi? De l'hydromel ou de... En fait, j'étais beaucoup intéressé par la transformation et j'ai fait des formations sur la fermentation. Et lorsqu'on comprend la fermentation, ça veut dire que, en fait, la fermentation, c'est une levure qui va transformer le sucre en alcool. Donc, quand tu as compris ça, tu peux dire que tous les sucres peuvent être transformés. Et c'est là que l'idée est venue. Et je me suis inspiré un petit peu plus du miel parce qu'on fait un hydromel, donc on part d'une base de miel. Et le miel est aussi fermenticible pour donner de l'alcool. Je me suis dit, avec l'érable, on peut sûrement faire la même chose. Donc, partant de la sève d'érable qui est concentrée à une certaine concentration, en y ajoutant des levures, ça va sûrement faire une fermentation. Et cette fermentation-là va donner de l'alcool et on pourra élaborer différents produits. Et c'est ce qu'on a fait. Tes premières expériences, je présume que ça a dû être un peu casse-gueule. C'est pas né comme ça. C'est sûr que les premières expériences, on va donner les résultats qu'on a aujourd'hui. Si je me recule de 12 ans plus tôt, j'ai expérimenté ça dans un petit appartement où est-ce que je voulais vérifier en premier si le sucre d'érable, d'érable était fermenticible. Et c'était ma base parce que si le sucre n'était pas fermenticible, j'aurais pas pu élaborer mes alcools. Après ça, j'ai préparé un projet de recherche assez élaboré pour réaliser différents produits partant de l'érable. Donc, au départ, j'avais 14 produits qu'on avait mis sur la planche. Et de ces 14 produits-là, on a conservé seulement que 4 produits. Ces 4 produits-là, ils sont différents de quelle façon? Ils sont différents au niveau du taux d'alcool. Donc, on peut jouer avec le pourcentage d'alcool. Donc, si moi, je prends un concentré qui a un certain pourcentage de sucre, ce qui va me donner un certain pourcentage d'alcool. En fait, je travaille à petit volume, donc ça me permet aussi de choisir mon sirop en fonction de sa saveur. Si un sirop qui a une saveur particulière, bien, je dis je vais mettre en bouteille ce sirop-là. Si un autre sirop est plus apte à faire du beurre d'érable, on va l'utiliser pour le beurre d'érable. Un autre qui va être plus pour le sucre d'érable va être pour le sucre d'érable. Vous parlez comme un viticulteur et vous dites ces choses-là ont une immense variation dans le temps de la saison, dans le temps de la récolte et peuvent faire des choses tout à fait différentes. En fait, c'est un peu aberrant, puis j'aime pas beaucoup qu'on parle aussi. On a un sirop qui est clair, médium et ambré, ça dit absolument rien aux gens. On faut plutôt commercialiser le sirop en fonction de ses saveurs et non pas en fonction de sa couleur.
Les gens qui viennent chez vous, vous leur apprenez carrément à découvrir dans l'érable des parfums, des choses et des réalités auxquelles on était aveuglés totalement et qu'on ne voyait pas. Oui, c'est ça qu'il faut valoriser aussi. C'est ça qui fait aussi que la richesse de l'érable. Si on banalise un peu son goût, si on arrive à un goût standard, on vient de banaliser un peu cette production-là. Je pense que le petit artisan qui va essayer de mettre en valeur toute cette richesse-là, c'est ça qui va être gagnant. C'est ça qui va donner une plus-value au produit. Donc, c'est ce que nous autres, on essaie de faire ici. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé une activité agro-touristique, pour que les gens viennent sur place, pour venir déguster chaque saveur de l'érable, pour vraiment mieux l'apprécier et mieux le consommer aussi. Quand on s'en va en Ontario et qu'on entre dans une régie, dans une société des alcools locales, Ontario Machin Board, et qu'on ouvre la porte et qu'on regarde, on est estomaqué de voir que presque tout le vin qui s'y vend est ontarien. C'est l'issue d'une volonté gouvernementale. Ils ont dit, écoutez, là, bon. Et je me rappelle au début, les gens disaient du vin ontarien, c'est comme Toronto, c'est plate, etc. Or, ce sont des vins exquis. Ils sont devenus exquis. Pourquoi? Parce qu'en vendant, on encourageait les gens à améliorer leurs produits. Ils sont devenus des viticulteurs reconnus partout comme des viticulteurs de talent. La même chose a lieu au Québec, mais on ne trouve pas leurs bouteilles nulle part. Et dans votre cas, vous faites des produits tout à fait remarquables et on ne les distribue pas à la SAQ, ce qui est un délire complet. Je sais qu'on vous a tellement habitués à ce délire que vous nous parlez tous, vous autres, avec une sorte de douceur dans le ton qui, moi, me met hors de moi. Pas votre douceur. À un moment donné, il faut quand même que ça suffit. Bon, alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'il se fasse, que vous avez dit à la commission? Vous voulez vendre vos alcools là où vous voulez, ce qui me semble normal. C'est ça. En fait, par le réseau de la Société des alcools, c'est un gros réseau. Donc, je pense que les entreprises qui ont un certain volume peuvent se permettre d'embarquer dans ce réseau-là. Mais un artisan, une personne qui fait une production qui est moindre, c'est très difficile d'embarquer dans ce réseau-là. Oui, mais vous pourriez quand même le vendre où vous voulez. C'est ça. On pourrait avoir un réseau parallèle, un réseau qui conviendrait pour la production de produits québécois quand même. On pourrait être dans les boutiques spécialisées, on pourrait être dans les charcuteries, on pourrait être aussi dans les comme on fait en Europe, on vend des alcools. C'est ça. Bon, tu vas chez le boucher puis tu prends ton Bourgogne qui va avec. C'est ça. Donc, ce qui est normal. On pourrait avoir un marché parallèle pour commercialiser nos produits. C'est quand même un produit québécois, fait par des Québécois. Donc, je pense qu'on pourrait le valoriser. Si on prend l'exemple de l'Ontario, ce qui est remarquable, c'est que l'Ontario, il y a 20 ans, vendait 4 de son vin en Ontario. Aujourd'hui, on est passé à 40 %. Donc, si le Québec se donne comme mission de commercialiser des produits du Québec, donc je pense qu'on est capable.